Alors, bonjour tout le monde, je suis Eric Warning, un étudiant de doctorat à l'Université Laval, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un de nos projets de recherche qui porte sur l'exploration de nouvelles avenues pour les conditionnements des digestats provenant de la biométhanisation. Donc, plus spécifiquement, on s'intéresse aux digestats provenant des boues d'épuration. Et donc, les boues d'épuration, juste pour commencer, c'est quelque chose qu'on a toute une relation intime avec. On en produit, voire à tous les jours, mais je pense que pas tout le monde a nécessairement l'image complète de la situation par rapport à ces boues. Notamment par rapport à 2 concepts, soit la quantité et qu'est-ce qu'il y a dans ces boues. Donc, premièrement, pour la quantité, c'est une question qui doit être simple à répondre. Avec une recherche, on peut trouver qu'il y a environ 330 km3 de boues d'épuration qui sont produites à travers le monde par année. Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, 330 km3, surtout le kilomètre cube, c'est très difficile à imaginer. J'ai de la difficulté à imaginer un mètre cube, voire 1 km3, non. Et donc, après, je me suis dit, eh bien, on est tous familiers avec 1 litre. On peut penser à des contenants de lait, des contenants de jus, peu importe. Alors, si on transfère ça en litres, on voit qu'on a 100 000 milliards de litres par année. Donc, encore moins visualisable. Cependant, j'ai trouvé avec un peu de recherche que c'est l'équivalent environ de 80 du lac Erie qui est produit en bout d'épuration annuellement. Bref, on en produit une quantité phénoménale des milliards de tonnes. Et donc, autant que les boues d'épuration sont généralement considérées comme un déchet, la réalité, c'est qu'elles sont une source de valeur incroyable, notamment due aux composants qu'on y retrouve à l'intérieur. Donc, ici, je vais vous présenter une pyramide avec les éléments principaux qu'on trouve dans les boues d'épuration, donc en ordre décroissant de présence. Et on commence avec le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le phosphore et le potassium. Et donc, juste ici, on voit une source de valeur incroyable. Si on se pose sur les 3 premiers, donc carbone, oxygène et hydrogène, on voit qu'on a les constituants de base pour faire de l'énergie. Donc, on peut juste penser à l'hydrogène simplement, qui est une source d'énergie verte, mais il y a bien sûr tous les mélanges des composants, notamment les hydrocarbures aussi simples que le méthane, qu'on produit à travers la biométhanisation, et même du monoxyde de carbone. Par la suite, si on regarde la deuxième demi de la pyramide, on voit qu'on a l'azote, le phosphore et le potassium. Et ces derniers sont extrêmement pertinents, étant donné que ce sont en réalité les nutriments essentiels pour la vie. Donc, autant pour notre vie que la vie des plantes. Mais dans ce contexte-ci, je ne recommande à personne de manger des bouteilles d'épuration, mais on peut s'en servir comme engrais organique pour l'agriculture. Et donc, les estimés varient beaucoup, mais généralement, on peut dire qu'il y a environ 660 de valeur par tonne de bouts d'épuration. Donc, c'est une très bonne source de valeur. Cependant, à travers le monde, c'est très rare qu'on va toucher à cette valeur, étant donné que la majorité des bouts sont envoyés à l'enfouissement. Donc, on s'en débarrasse, on ne va pas chercher ces composants, on ne va pas chercher de la valeur, et en plus, on cause des troubles environnementaux quand même très importants associés en fin de compte au procédé d'enfouissement. Cependant, le Québec, nous, on s'est dit non. On va aller chercher cette valeur qu'on a dans nos bouts d'épuration. On va aller chercher cette énergie et ces nutriments que je viens de mentionner à travers le procédé de biométhanisation. Donc, par la biométhanisation, on produit du biogaz, donc une source d'énergie, et on produit une fraction, en tant que la fraction qui reste du procédé, les bouts résiduels, sont riches en nutriments. C'est ce qu'on appelle le digestat. Et en effet, au Québec, on s'est lancé de pleine force dans la biométhanisation. Durant les dernières années, on a vu près de 10 projets de biométhanisation qui se sont soit développés ou qui sont en voie de développement à travers la province, totalisant dans des investissements de près de 1 milliard de dollars. Donc, c'est des investissements très significatifs quand même. Et ça, en fin de compte, c'est fantastique pour plusieurs raisons. Notamment que c'est un procédé, la biométhanisation, qui mène, surtout la biométhanisation des bouts, qui mène à ce qu'on appelle une économie circulaire. Parce qu'en effet, on part des bouts d'épuration, on fait de la biométhanisation, on produit le digestat, et par la suite, le digestat, lui, on peut l'appliquer sur les terrains agricoles, faire de la nourriture, on mange cette nourriture et on produit des bouts. Donc, pour ce qui est des nutriments que j'ai mentionnés tantôt, ils restent dans notre petite boucle ici, et c'est fantastique, comme je dis, autant pour l'économie que pour l'environnement. Cependant, il y a toujours un cependant, sinon je ne serais pas ici aujourd'hui. La réalité, c'est que fort souvent, les digestats qu'on produit de la biométhanisation ne sont pas toujours applicables sur les terrains agricoles. Et il y a plusieurs raisons pour ceci. Les digestats peuvent être instables, ils peuvent avoir des émissions d'odeur quand même importantes, ils peuvent avoir des qualités agronomiques qui laissent à désirer, et ils peuvent avoir des émissions de gaz à effet de serre importantes aussi. Et donc, dans ce cas-ci,
ça nous laisse avec juste ce chemin-ci. Donc, on part de des bouts d'épuration, on utilise un procédé comme la biométhanisation, que comme j'ai dit, on a des centaines de millions, voire des milliards de dollars en investissement dedans, et on produit un digestat qu'on peut plus utiliser. Donc, on dépense ces centaines de millions de dollars pour passer d'un déchet à un déchet. C'est quelque chose qui doit être résolu. Et donc, c'est ici que nous, on cherche à se positionner. Cependant, et la raison qu'on a besoin d'un projet de recherche dessus, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement facile à faire. Et il y a plusieurs défis qui se posent à l'utilisation du GESA, notamment que ça peut être difficile à dégrader. Donc, on a déjà dégradé la matière facilement dégradable lors de la biométhanisation. Il peut y avoir des émissions d'azote et de soufre quand même élevées. Donc, c'est bien sûr des sources d'odeur, mais aussi des problèmes, ça peut mener à des problèmes de santé. Mais je dirais la limitation la plus importante, c'est qu'on a déjà des investissements majeurs dans l'infrastructure de biogaz. Et donc, si, admettons, on a dépensé 100 millions de dollars pour produire une usine, et qu'on ne peut toujours pas appliquer notre digesta, eh bien, c'est certainement pas d'intérêt de penser qu'on a besoin de dépenser un autre 20 millions de dollars pour pouvoir le faire. Et c'est ici que nous, on rentre en jeu avec notre projet de recherche qui, lui, cherche en fin de compte à rajouter une étape. Donc, on va réarranger notre chaîne et on va rajouter une étape de conditionnement après la biométhanisation pour qu'on puisse retourner à notre chaîne de valeur. Donc, cette étape de conditionnement-ci, elle cherche à augmenter les qualités agronomiques des digestats, réduire les odeurs, réduire les gaz à effet de serre et bien sûr, toutes les considérations que je dirais que n'importe quel projet en général a. Donc, un procédé qui est rapide, qui est peu coûteux et qui est facile à implémenter. Et tout cela dans l'intérêt de retourner à notre chaîne de valeur, à notre économie circulaire. Et donc, comment on va faire ça? Bien, il y a plusieurs chemins potentiels qu'on envisage. Premièrement, on a un chemin biologique. Donc là, lorsque je parle d'un chemin biologique, je veux dire qu'on utilise des micro-organismes pour faire le conditionnement. Et donc, ici, on peut considérer des procédés comme le compostage, le conditionnement aérobique, pardon, qui est un procédé qu'on est en train de développer dans notre laboratoire, ou l'hydrolyse enzymatique. De l'autre côté, on a un conditionnement qui est thermique. Donc, ça ici, c'est à la place d'utiliser des micro-organismes, on utilise l'énergie thermique, la chaleur, pour faire ce conditionnement. Donc, ici, le procédé le plus simple, on pourrait dire, c'est juste du séchage. Et de plus en plus complexe, on a de l'hydrolyse thermique, de la gasification et de la pyrolyse. Donc, nous, l'intérêt, c'est d'évaluer certaines de ces alternatives ici. Étant donné que la réalité, euh, comme vous le savez ou pour ceux qui ne le savent pas, c'est que les bouts d'épuration ainsi que tous les déchets organiques ont des compositionnements extrêmement variables. Et donc, il n'y a pas juste une réponse qui est bonne à toute situation. Il faut vraiment évaluer différentes alternatives basées sur les situations qu'on est présentées. Et donc, comment que nous, on va approcher ça? C'est quoi notre méthodologie? Eh bien, la partie que je dirais qui est que je trouve personnellement la plus excitante du projet, c'est que ça permet d'avoir, en fin de compte, une approche qui est autant basée sur des travaux expérimentaux que sur de la modélisation. Donc, ce qu'on fait, la modélisation mathématique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'expérimentalement, autant à l'échelle laboratoire qu'à l'échelle pilote, on peut évaluer nos alternatives de conditionnement et basé là-dessus, on peut développer des modèles mathématiques. Et bien sûr, nos modèles, eux, nous permettent de prédire ce que nos expériences démontrent. Et ce qui est super intéressant lorsqu'on fait les deux, c'est que ça permet d'avoir un genre de feedback de connaissances. Ça nous permet de développer nos bases de connaissances d'une manière qui ne serait pas possible sans avoir cette approche parallèle. Juste un exemple, à travers mes expériences, je peux développer un modèle, je peux calibrer et valider mon modèle. Et par la suite, je peux utiliser mon modèle pour évaluer plein de situations expérimentales qui ne seraient juste pas envisageables, qui pourraient prendre des milliers d'expériences à faire en vrai, mais je pourrais le faire en quelques instants à travers des modèles. Et basé là-dessus, avec mes modèles, je pourrais voir, ah bien, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe à telle affaire, validons ça avec des expériences maintenant. Et donc, c'est ça que je veux dire par un chemin circulaire, c'est que les deux vraiment permettent de créer une base consolidée de connaissances. Donc, plus concrètement, ça a l'air de quoi ça? Parce que c'est encore assez théorique, je dirais. Eh bien, pour les expériences, c'est quand même simple. On part d'un digestat brut qui n'a pas les qualités pour être appliqué et on applique un procédé de conditionnement. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être du compostage, conditionnement aérobique, séchage, hydrolyse, peu importe. Et on arrive à un digestat final qui a, on espère, les qualités pour être appliqué dans le champ. Eh bien, à travers tout ce procédé de conditionnement-là, on a des données dynamiques. Euh, pardon, des données dynamiques, juste par exemple, des émissions gazeuses, donc mesurées à travers un micro-GC, pour avoir vraiment tout le profil des émissions, autant de gaz à effet de serre, les nutriments, l'azote, etc. Et on fait un suivi euh, des phrases solides et liquides. Donc, l'intérêt pour nous ici, c'est vraiment d'avoir une quantité phénoménale de données pour vraiment comprendre la situation
à son max. Donc, à travers nos analyses physiques et liquides, on peut mesurer des choses aussi simples que le pH et plus complexes comme les présences des nutriments, les métaux lourds, les facteurs humiques, etc. Et donc, ça, c'est pour la partie expérimentale. Maintenant, si on regarde pour la partie de modélisation, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche maintenant à utiliser des modèles pour prédire les mêmes choses. Donc, prédire les gaz, prédire le pH, prédire les nutriments, tous ces composés-là. Mais à place maintenant d'avoir des expériences de laboratoire et pilotes qui nous donnent cette information, on les remplace par des équations mathématiques. Donc, juste par un exemple ici, une équation de Monod qui nous permet de déterminer notre dégradation. Bien sûr, ça, c'est une équation qui est simple. On en utilise des plus complexes, comme ici, mon bilan de chaleur que j'utilise pour le compostage, mais on fait la même chose pour vraiment tout. Donc, des bilans de matière, des bilans de chaleur, des bilans d'énergie, des bilans de mouvement, etc., pour venir développer nos connaissances et chercher à voir les résultats. Et donc, lorsqu'on a fait ces deux étapes-là, on se trouve avec, d'un bord, nos modèles basés sur des équations, de l'autre bord, nos expériences, donc mesurées avec des matériaux en laboratoire. Et l'intérêt, bien sûr, c'est que les deux vont nous donner des résultats. Et nous, ce qu'on cherche, comme j'ai mentionné tantôt, c'est d'avoir des résultats qui concordent l'un avec l'autre. C'est d'avoir des modèles qui peuvent prédire nos expériences et des expériences qui peuvent valider nos modèles. Donc, lorsqu'on a atteint cette phase, lorsqu'on a des modèles et des expériences qui concordent dans leurs résultats, ça nous ouvre une panoplie de portes. Notamment, nous donnant la possibilité d'appliquer nos connaissances. Eh bien, ici, on peut envisager qu'à travers nos modèles, à travers nos expériences, on a des données, on a de l'information sur comment nos procédés de continuum opèrent. Et comme je mentionné tantôt, il n'y a pas juste une bonne réponse, il y a plusieurs bonnes réponses. Et donc, la façon que nous, on analyse ça, c'est qu'on vient par la suite appliquer de l'analyse technique, de l'analyse environnementale et de l'analyse économique pour vraiment classer ces différents procédés-là pour permettre de donner de l'aide à la décision pour les gens qui ont besoin, en fin de compte, d'appliquer ce type de procédé de conditionnement. Et donc, pour les résultats maintenant, je vais essayer de vous... S'il y a un message que j'aimerais que vous reteniez, c'est que le but, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment de développer des modèles qui reflètent la réalité et c'est ce qu'on réussit à faire. Donc, ici, je vous donne un exemple des résultats pour un procédé de compostage qu'on a. Euh, En fin de compte, on a deux sets de données. Je pourrais dire on a les données de température, donc la courbe rouge avec les points noirs, et on a les données pour la biodégradation à travers le temps, donc la courbe noire pointillée avec les losanges oranges. Et donc, revenant à ma figure de modèle et expérience, ici, on peut voir que les points noirs et les losanges oranges sont des données expérimentales, tandis que la ligne rouge et le pointillé noir sont des données fournies par les modèles. Et, comme j'ai mentionné, on a une concordance entre les deux, ce qui est bien. C'est la première étape. Et là, à partir de cette étape, comme j'ai dit, ça nous ouvre plein de portes. On peut maintenant passer à la phase d'utiliser ces modèles pour prédire, pour aider avec les décisions, notamment en faisant des prédictions. Donc, j'ai présenté la figure que je viens de vous montrer. Et donc, on pourrait se dire, ben, maintenant, si j'ai un code, mettons, qui n'a pas les points expérimentaux, je pourrais commencer à utiliser ces sorties-là. On sait que c'est valide. Mais juste vous présenter un graphique, je trouve que ce n'est pas assez. Donc, on va passer à un autre exemple ici. La question ici qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si je change mes caractéristiques initiales, ma matière organique? Eh bien, on voit qu'on a une nouvelle courbe de température. On peut les comparer avec les courbes que j'ai laissées en gris en arrière et une nouvelle courbe de dégradation. Et donc là, je pourrais me baser sur mon modèle, mais comme je l'ai mentionné tantôt, je veux bien sûr que mon modèle soit valide. Fait que, juste pour être certain, je l'ai revalidé avec des expériences et on trouve encore une fois une très bonne concordance. Et donc, une fois que ça c'est fait, on peut vraiment faire de l'aide à la décision. Donc, on peut se dire, ben moi j'ai un digestat qui rentre, il y a telle qualité, telle température, peu importe, telle humidité, et on peut envisager 4 scénarios. Donc, je peux dire, eh bien moi je suis intéressé à faire du compostage du digestat brut, du compostage du digestat séché. Donc, j'applique un procédé de séchage avant, ensuite, je le composte. Juste du séchage ou un compostage plus traditionnel. Donc, un compostage du digestat brut avec des sciures de bois. Eh bien, nous, nos modèles permettent, comme j'ai dit tantôt, de faire l'analyse technique, environnementale et économique. Et donc, c'est les résultats que je présente ici. Je ne vais pas passer beaucoup de temps parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais tout ce qui est important de savoir, c'est qu'on a la performance relative à gauche. Donc, ici, c'est juste pour dire qu'un chiffre en haut de 0, c'est positif. Ça veut dire qu'une de ces alternatives se positionne positivement par rapport aux autres et en dessous de 0, c'est négatif. Et donc, juste basé sur cette figure, on peut voir en fait que dans ce cas-ci, un cas très particulier, c'est un cas qui est variable de bout d'épuration, de procédé, d'usine, peu importe, ça serait le compostage du digestat plus les sciures de bois qui serait la meilleure alternative. Donc, pour conclure, le message que j'aimerais que vous reteniez, c'est que
Les bouts d'épuration sont une source incroyable de valeur et la biométhanisation, c'est un procédé incroyable pour aller rechercher cette valeur. Cependant, il existe encore des défis, notamment par rapport au conditionnement des bouts qui peuvent nécessiter un procédé de conditionnement pour être valorisés. Et donc, le but de nous, notre projet, c'est de venir évaluer et développer des techniques de conditionnement pour les digestats, autant à travers du travail expérimental que de modélisation. Merci beaucoup pour votre